Quelques bandits à Leningrad, des desperados dans l'immense bordel de la Russie post-communiste. Mais surtout jusqu'en 92, un espion russe, un illégal vivant sous couverture. On ne choisit pas d'entrer au KGB. C'est le KGB qui vous choisit. Alors avec le KGB, il va apprendre à mentir, à tromper, à manipuler, jusqu'à infiltrer l'ENA pour y repérer des cibles potentielles. On a voulu l'empoisonner, il est devenu réfugié politique, il a connu intimement Poutine. Alors, quand la réalité est comme un roman, il faut faire un roman de la réalité. Et c'est pour ça que nous recevons Sergei Girnov, qui a écrit L'éclaireur, du recrutement à la formation, l'histoire vraie et stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré l'ENA pour infiltrer l'administration française. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, Sergei Girnov, quand vous étiez à l'ENA, ça c'est extraordinaire, il y a Jean-Luc Riva, qui est vous ouvrez le livre sur ça, un de vos camarades à l'ENA, qui dit que le secrétaire général de l'ENA dit de 2 élèves russes, Sergueï est parfait, mais l'autre on le surveille, je crois que Nekrasov, il a la gueule d'un type du KGB, mais Sergueï, vous pensez, c'est la joie de vivre complète, jamais il pourrait nous trahir. Oui, c'est assez marrant. Jean-Luc n'était pas un camarade d'études, en fait, il était, à cette époque-là, il était dirigé par les services du Premier ministre pour transférer l'ENA de Paris à Strasbourg. Donc, il a été mal aimé. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il parlait avec le secrétaire général. Mais effectivement, on était deux. On était les deux premiers soviétiques à être admis à l'ENA en 1991. D'ailleurs, Viktor Nekrasov a été admis même avant moi, hein, parce que lui, il travaillait au ministère des Affaires étrangères soviétique. Et il était dans le département qui était chargé des relations avec la France. Et la plupart du temps, lorsque il y avait les sommets entre la France et l'Union soviétique, lui, il était traducteur au sommet. Ça veut dire qu'il était traducteur de Gorbatchev. Et bien évidemment, en tant que tel, il était très connu par tous les Français qui s'occupaient du RSS. Et bien évidemment, on lui a proposé de faire l'honneur à l'ENA de rentrer dans ce cycle international pour la première fois en tant que soviétique. Et moi, je suis venu à Paris en 1991 pour ma mission secrète. Ma mission secrète était de m'installer en fait en France, de m'installer à Paris, et non seulement de m'installer, mais de chercher le moyen de s'approcher des cibles du KGB, c'est-à-dire des hautes institutions françaises. Et comme ce moyen, moi j'ai trouvé une astuce. Donc ma couverture était journalistique, je travaillais pour la télévision, réellement. Hein, ça veut dire que j'avais une émission hebdomadaire en français à la télévision soviétique. Et plus si affinité, parce qu'on faisait aussi des émissions en russe. Et donc je suis venu à Paris et j'ai fait le tour de toutes les institutions en disant voilà, je suis un journaliste soviétique. C'était la Gorbemania à cette époque, là, on était très très bien reçus partout, on nous mettait le tapis rouge. J'ai dit voilà, je fais pour mon émission en français, donc en Union soviétique, je fais un cycle d'émissions sur les institutions françaises. Et donc, j'ai fait l'Élysée, Matignon, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, etc., Parlement. Et puis, j'ai contacté l'ENA en disant, voilà, je voudrais faire aussi un volet sur votre école, parce que vous êtes une illustre école qui forme l'élite française, politique, économique, internationale. Ils étaient ravis, donc ils m'ont reçu. On a parlé, donc j'ai été reçu par un directeur adjoint des stages et par la responsable des relations internationales de l'ENA, Madame Replin. Et on a parlé de tout et de rien, de ce projet, comment faire, comment procéder, etc. Et à la fin de cet entretien, ils m'ont dit, mais vous savez, cette année, notre école s'ouvre aux soviétiques. Est-ce que ça vous dirait de rentrer comme candidat dans notre école? J'ai joué, bien évidemment, les difficiles. J'ai fait une moue un peu
en disant, vous savez, j'ai 30 ans, j'ai donné déjà, je leur ai dit, j'ai fait assez d'études en pensant que, enfin, eux, ils savaient la carte officielle, c'est-à-dire le MGIMO, l'Institut de la Relations internationales, mais moi, je savais encore que j'ai fait encore 3 années à l'école du KGB. Donc, ça faisait déjà 8 ans que je faisais les études. Rajouter encore 2 ans, c'est bien sur le CV, mais en même temps, dans la vie, on ne veut pas passer toute sa vie à faire des études. Et donc, et ils ont mal interprété en fait cette mot. Ils ont compris que j'avais peut-être pas d'argent pour passer. Ils ont dit mais rassurez-vous, hein, si vous serez invité par la France, en fait, vous serez boursier du gouvernement français. C'est nous qui allons vous donner la bourse et donc ça vous coûtera pas un sou. Au contraire, même si voilà. Et bien évidemment, quand je suis rentré à Moscou et j'ai raconté ça à mes généraux, ils sont tombés de la chaise. En fait, ils m'ont vraiment demandé de répéter plusieurs fois. Est-ce que c'est réellement, enfin, ils vont te payer pour entrer dans cette belle école parce qu'ils ne la connaissaient pas trop, donc il a fallu que je leur explique ce que c'est que cette école. Je leur ai dit, à l'époque, il y en avait déjà 2 présidents qui en étaient sortis. Attendez, donc il y avait Valéry Giscard d'Estaing. Non, Chirac n'était pas encore président. N'était pas encore président, mais il était maire de Paris, donc il était connu. Il a été Premier ministre, donc voilà. Voilà. De toute façon, il y a eu plusieurs premiers ministres, plusieurs ministres qui. Mais du coup, vous avez passé le fameux grand oral de l'ENA. Pas du tout. Ah non. Pas du tout. J'étais déçu. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que bien évidemment, les étrangers sont, on suit un cycle long international qui est rattaché à une formation de l'ENA. On ne suit pas exactement la même formation. La différence, c'est le stage, en fait. Les Français font beaucoup plus de stages. Les Français font 1 année de stage, 2 fois 6 mois, et les étrangers font seulement 3 mois de stage dans une préfecture. Voilà. Et du coup, on est admis sur le dossier. Ah, c'est sûr, c'est les admissions parallèles. Voilà. Donc, en quelque sorte, mon grand oral, c'était cet entretien avec les 2 responsables de l'école. C'était mon grand oral. Et donc, voilà, donc au bout d'1 heure et demie, j'ai un... Et comment ça s'est passé? Vous étiez donc à Strasbourg? Ou c'était pas du tout. Pas du tout. Décidément, je suis à côté sur tous les plans. Hein. Non, parce que la décision, cette année, c'était la décision qui a été prise de transférer l'ENA de Paris à Strasbourg. C'est une décision qui était très très mal accueillie par l'école, par les étudiants, enfin par les élèves de l'ENA et par toute l'énarchie, parce qu'en fait, l'ENA, c'est Paris, c'est les ministères qui sont autour, c'est les liens qu'on tisse, et donc si on vous envoie à l'autre bout de la France, c'est très très bien, c'est politiquement correct, c'est très très bien pour présenter la politique de décentralisation de la France, mais en même temps, en fait, ça a été très très mal accueilli. Donc il y a eu des grèves, il y a eu des gens qui ont essayé de bloquer l'école, etc. Donc c'est pour ça que je disais, Jean-Luc, il n'était pas la personne la plus populaire à l'ENA. Hein. Voilà. Et de toute façon, ce processus de transfert de l'ENA a pris 10 ans, je crois. Oui, c'était très long. Et donc, je crois que d'abord, c'était partiellement transmis. Après, toute l'école a été transmise, mais elle a gardé quand même, vous savez, elle a quand même bâtiment à Paris. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, il y a toujours des gens qui viennent à Paris. Mais l'ancien bâtiment 13 rue de l'Université a été transféré à Sciences Po. Oui, c'est ça. Alors, on va quand même revenir depuis le début. Votre naissance dans un taxi. Et vous dites ce qui est incroyable, c'est qu'en Russie, les taxis sont souvent des contrebandiers d'alcool et ils gagnent 2 fois plus qu'un agent du KGB. Mais alors, comment ça, vous naissez dans un taxi? Qu'est-ce qui raconte? Non, je suis pas né. J'ai failli naître dans un taxi parce que donc en fait mes parents, ils sont un peu lunaires. Parce que moi je suis né au centre de Moscou, dans la région autour de Monastère Novodevitchi et du stade Loujniki. Donc c'est au sud du centre de Moscou. Et quasiment dans notre rue, il y a une institution énorme qui est prestigieuse, très célèbre. C'est l'Institut médical numéro 1 de Moscou. En fait, c'est la faculté de médecine la plus brillante de Moscou. Et donc, cette faculté de médecine a plusieurs cliniques dans son sein, y compris une maternité. Et donc cette maternité, la Snigirovka, était à 5 minutes de notre maison. Et ma sœur est née là-dedans, dans cette maternité en 1960. Et donc ma mère,
puisqu'ils ont eu déjà ça, ils se sont dit, le deuxième, le fils qui va naître une année après, il va faire de la même façon. Donc ils ont rien fait pour vérifier si tout allait bien. Et donc ma maman a commencé à sentir ma volonté de venir au monde du dimanche à lundi du 16 au 17 avril 1961. Donc j'ai commencé à taper à la porte en disant je veux sortir. Et donc ils se sont habillés tranquillement, ils sont allés à la Snegurovka, cette fameuse maternité, et hop, elle est fermée. Elle est fermée, on est au milieu de la nuit, il est 2 heures du matin, et là ils commencent à paniquer, ils se sont dit mais qu'est-ce qui, je vais pas accoucher dans la rue. Hein. Il y avait un taxi qui passait, et bien évidemment ils l'ont arrêté. Mon père s'est jeté quasiment sous les roues de ce taxi, l'autre l'a insulté, puis après il a compris tout de suite, parce qu'en fait les taxis, c'est les femmes psychologues. Ah oui. Parce que d'abord, c'est les bandits, et en plus, c'est les femmes psychologues. Ça veut dire qu'en une seconde, ils comprennent dans quelle situation de détresse... Ils voient une sorte de comédia dell'arte en permanence. C'est des sociologues de terrain. C'est ça. Ils vivent dans la société, ils voient toute cette société, même le revers de médaille. Ils connaissent même d'ailleurs les bas-fonds de la ville de Moscou mieux que la police, parce que tous les trafics passent par eux aussi. Parce qu'en fait, quand les magasins sont fermés, c'est eux les magasins. Donc, parce que à Paris, par exemple, vous avez des supérettes en fait ou des épiceries qui sont ouvertes jusqu'à minuit, parfois même un peu plus. À Moscou, il n'y en avait pas à l'époque. En fait, les magasins fermaient à 21h. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enlèvements dans les taxis? Vous prenez un taxi, il vous emmène dans une forêt? Non, ça peut arriver, mais c'est une légende. Ouais. Moscou, c'est quand même... Peut-être ça arrive, je sais pas, dans les villes un peu dangereuses, mais pas à Moscou. Moscou, c'est une ville normale, c'est la capitale quand même, donc c'est une ville qui est assez sécurisée. Mais ce sont quand même des bandits. En fait, c'est plus les escrocs que les bandits. Voilà, donc quand ils vont pas vous tuer, ils vont vous prendre tout simplement votre fric. Et en fait, en une fraction de seconde, ils comprennent dans quelle merde vous êtes. Et donc le degré de détresse dans lequel vous vous trouvez, et donc combien on peut vous soutirer en fait de profit, parce que il y a donc le compteur officiel, mais le compteur officiel, ça les intéresse pas. Donc ce qui les intéresse, c'est au-delà du compteur. Le compteur est là pour faire du témoignage. C'est ça. C'est un point de repère. En fait, le compteur, c'est pour l'économie, en fait, c'est pour l'État. Tout le reste, c'est pour le chauffeur. Donc il nous a pris. Et ils connaissent tout, bien évidemment. Et donc, il a dit, oui, il n'y a aucun problème. Il y a une maternité qui est pas très loin d'ici. Et donc, lui, en fait, il faisait déjà son calcul en disant, je vais quand même les balader pendant 1 heure pour amener dans cette maternité, parce qu'elle était juste à 3 km. Donc, en fait, il gagnait juste 1 rouble. En fait, c'est comme s'il gagnait 10 euros au lieu, je sais pas, 30, 40, 50 ou 100 euros la nuit. Hein. Mon père était moscovite. Moscovite. Et donc, lorsque le taxi lui a dit, oui, je connais une maternité telle, il dit, oh oui, je la connais, c'est avenue Kalénine. Oui, tout à fait, c'est bien. Et là, il a compris déjà, zut, je n'aurais pas dû il est arrivé la même aventure à notre ami Hervé Villard, qui est aussi dans un taxi. Ok. Et donc, de toute façon, il nous a amenés dans cette maternité, le hasard a voulu que c'est la maternité la plus prestigieuse de Moscou. Là, vous avez parlé d'Hervé Villard. En fait, c'est tous les Hervé Villard de Moscou, tous les Hugo Frey, tous les Johnny Hallyday qui naissaient dans cette maternité. Voilà, donc c'est la maternité qui a quasiment à 800 mètres du Kremlin, donc elle est super connue. Normalement, on n'avait pas le droit d'y aller, sauf dans ce cas précis, dans le cas de force majeure, lorsque la nôtre était fermée, donc on avait la possibilité, et donc c'était par dérogation que je suis né dans cette maternité. Et alors, enfant, vous êtes dans un appartement communautaire de 16 mètres carrés à 5, qui était relié à plusieurs appartements, où tous les appartements étaient... Non, c'est pas ça, c'est que au départ, c'était un grand appartement style un 7 pièces.
mais un appartement de maître, si vous voulez. Et donc, cet appartement de maître, c'est quoi? C'est un couloir avec les pièces. Donc, vous avez la salle à manger, vous avez la cuisine, la salle à manger, la bibliothèque, le bureau de papa, les 2 chambres d'enfants, la chambre de bonne, etc. Et donc, à la Révolution, tout ça, ça a été réquisitionné et partagé entre plusieurs familles. Donc, nous, on était 4 familles à habiter là-dedans, dans cet appartement. Chacun, donc la nôtre avait 16 mètres carrés, notre chambre faisait 7 mètres carrés. Donc, dans cet appartement, on était 5 avec ma venue au monde, ma grand-mère paternelle, papa, maman, ma soeur et moi. Avec les autres familles, on partageait bien évidemment les communs, ça veut dire le couloir, la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Et donc, c'est la lutte finale. Ouais. Mais en réalité, elle n'était pas finale du tout, elle était permanente. En fait, c'est la révolution permanente, comme disait Trotsky, parce que, bien évidemment, la cuisine n'était pas énorme, donc chacun se battait pour avoir le temps pour cuisiner. Il y avait 4 frigos pour chaque famille. Il fallait quasiment mettre des cadenas pour les frigos. On se détestait royalement, en fait, toutes les familles se détestaient royalement. Donc les ménagères entre elles se mettaient du sel dans le café de l'autre ou du sucre Enfin, c'est une guéguerre, quoi, parce que c'est vivre dans un appartement communautaire, donc en communauté, quand vous n'avez pas choisi cette communauté. La communauté, c'est bien lorsque vous avez choisi les membres. Mais lorsque vous ne connaissez pas les membres, on vous impose les membres, donc là, ça peut devenir un enfer. Et la plupart des communards en Russie, ce sont des enfers. Ouais. D'ailleurs, il y a la phrase de Poutine qui disait « Celui qui regrette le communisme n'a pas de tête, celui qui ne le regrette pas n'a pas de cœur. » Oui, mais sauf que lui, il a ni de cœur ni de tête. Parce que pas de cœur, on le connaît, il n'a aucune affection pour personne. Et pas de tête, puisque en même temps, il a dit que la chute du URSS, c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc ça veut dire qu'il regrette le communisme, il essaie actuellement de reconstruire l'URSS comme du temps du communisme. Ça veut dire qu'en fait, il n'aurait pas dû prononcer cette phrase avant, parce qu'il passe quand même pour un imbécile. Alors, votre maternelle en internat, et à l'époque, tout le monde doit être identique. On vous force notamment à manger, à être heureux. Les matrones vous forcent à avaler la pellicule sur les chauds qui vous conduit à vomir, à faire pipi au lit, tout un tas d'éjections terribles. Et est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une sorte d'injonction à être heureux, une injonction au bonheur qui est forcément totalitaire ? Disons que dans cette histoire, c'est bien évidemment, ça peut paraître comme ça, c'est presque de Oliver Twist de Charles Dickens, mais en réalité, c'est comme loin de ça. Tout part des bonnes intentions. Et comme on dit, le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Et donc, à chaque fois, lorsqu'on veut vous faire quelque chose de bien, mais à votre issue, un peu imposé, souvent ça tourne au cauchemar. Et donc, en fait, vous avez compris, dans les conditions dans lesquelles on vivait, il y avait encore, à part les 3 familles, à part la nôtre, qui vivaient dans cet appartement, il y avait aussi d'autres habitants. Les habitants de cet appartement, les principaux habitants de cet appartement, c'était les cafards et les blattes. Et donc là, c'est un peu abominable. Et donc, on était souvent malades, etc. Et mon papa travaillait dans l'usine principale des pneus de Moscou. Et souvent, dans les usines communistes, en fait, ils avaient le comité d'entreprise qui possédait des biens qui facilitaient la vie des ouvriers. Et donc, ils avaient une sorte de maternité, un internat, qui était à 100 km de Moscou, dans un lieu très pittoresque, sur le bord d'un fleuve, Oka, à côté de Serpukov, la ville de Serpukov. Et donc, on pouvait envoyer les enfants là-bas. Et en fait, la volonté était très très bonne parce que les conditions étaient bien, les enfants avaient chacun son lit, on leur donnait à manger 5 fois par jour, donc ils étaient encadrés. Vous avez dit surveillés, mais bon, surveillance à cette époque-là, quand on est petit, tout le monde est surveillé. Même en France, lorsque vous allez dans une crèche, vous êtes surveillé quand même. Donc c'est pas une surveillance dans le sens politique du terme. Et tout devait normalement être bien, sauf que
La principale chose, c'est que vous n'avez pas votre famille. Bien sûr. Et on oublie chez les communistes que papa et maman, ça compte beaucoup. Ouais. En fait, vous savez, les odeurs de famille, les bruits de famille, les câlins. Oui, il y a cette volonté d'arracher l'enfant à sa famille, presque d'en faire des enfants interchangeables qui auraient pu prendre n'importe quel parent. C'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, en fait, l'État leur dit, bah, écoutez, nous, on est là, on a le confort, on a tout ce qui est pour encadrer. Mais en revanche, on vous les arrache les enfants, donc de toute façon, ils vous seront arrachés tôt ou tard. Ils vont faire le service militaire, on va les envoyer à la guerre à un moment donné. Donc déjà, vous devez être apprivoisé un tout petit peu ou habitué à perdre vos enfants. Je crois que ça, c'est un truc inconscient. Ce n'est pas exactement en fait la volonté de l'État, mais inconsciemment, c'était un peu ça. Après, cette pellicule, en fait, c'est juste un truc, ce n'était pas volontaire. Le problème, c'est qu'on était 300 personnes ou 400 personnes dans cet internat. Ça prenait du temps à servir les petits déjeuners. Et vous savez, quand vous avez un cacao ou un lait qui est servi chaud, et puis, donc en fait, si vous le touez, il n'y a aucun problème. Mais si vous le déposez, ben, il commence à se refroidir, et donc il y a la pellicule qui commence à se former sur la surface de lait. Et moi, personnellement, je la détestais, je ne pouvais pas la supporter. C'était un instinct. Vous aviez une intolérance au lactose? Non, pas du tout. Ah non. Non. J'adore le lait, j'adorais le lait, j'adore toujours le lait. Mais le truc, c'est que je ne pouvais pas supporter cette pellicule. Dans ma famille, quand vous êtes un seul enfant, bah, votre mère ou votre grand-mère, elle enlève le truc et puis elle vous sert le lait normalement. Mais là, il y avait une matrone pour, je sais pas, 30 gosses ou 50 gosses, elle ne va pas enlever à tous les gosses. Et donc, du coup, elle dit, bah, vous buvez tous et puis vous tous. Mais moi, c'est involontaire, en fait. Je vomissais, je pouvais pas. C'est un truc, vous savez, c'est contre nature. Voilà. Et en fait, elles ont compris que j'étais un rebelle, j'étais un dissident et que je ne voulais pas me plier à la règle communiste de boire le thé avec le lait, avec la pellicule. Et donc, elle me maltraitait quasiment avec ça. Et donc, j'ai failli crever à cause de ça, parce qu'effectivement, il y a eu une psychose qui s'est installée. Et j'ai été sauvé par un médecin juif qui était un rescapé d'ailleurs de la purge stalinienne. Ouais. Parce qu'il y a eu une histoire des médecins de Kremlin avant la mort de Staline. Parce que Céline, alors il avait son bon juif, je ne sais plus comment il s'appelait, mais avec comme un antisémitisme très fort. Non? Ah, mais en Russie, l'antisémitisme, c'est quasiment la politique d'État, c'est ça, la politique officielle. Voilà. Et donc, du coup, lui, il a dit, cet enfant il a une intolérance au lactose, et donc, interdiction de boire du lait. Il m'a sauvé. Alors, à 6 ans, vous faites du patin à glace près du palais du prince Yusupov. Yusupov, c'est celui qui avait assassiné Rasputin. L'un des. Voilà, l'un des. Et il y a une histoire de brioche. Ouais. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de brioche qui mêle un président, qui sera plus tard président du Conseil des ministres, quoi. C'est même plus intéressant que ça, parce qu'il sera pas plus tard. Il était, c'est ça. Donc, ma grand-mère maternelle, quand ils sont venus, ma mère et ma grand-mère maternelle, ils sont nés à Yaroslav, dans la région de Yaroslav. C'est une vieille ville russe sur la Volga, qui est je crois, à 300 ou 400 km de Moscou. Et en fait, ils sont venus travailler à un moment donné vers Moscou, vers la région de Moscou. Ils sont installés à 20 km de Moscou, dans la région dans la ville de Arkhangelskoye. C'est un petit village. Dans ce petit village, donc, il y avait l'ancienne résidence des princes Yusupov. L'ancienne résidence des princes Yusupov, c'est comme Versailles. C'est un petit Versailles. Ou je ne sais pas, Fontainebleau. Voilà, donc parce que Yusupov, c'est une des plus riches et illustres familles russes. Et donc, d'ailleurs, comme vous avez dit, un des fils Yusupov a participé à l'assassinat de Raspoutine. Et d'ailleurs, ils sont venus après en France et il y a toujours des descendants de Yusupov en France. Oui, qui sont parfois souvent chauffeurs de taxi.
Ah non, non, Ah non. c'est les anciens généraux. Là, les Yusupov n'étaient pas les chauffeurs de taxi, ils avaient tout ce qu'il faut. Ah ouais, Hein. ouais, ouais. Ils avaient aussi des propriétés, ils avaient suffisamment d'argent. C'est les Russes qui ont quitté la Russie Hmm. après la Révolution, qui n'ont pas réussi à prendre les richesses de Hmm. famille avec eux. Et là, quand ils sont arrivés à Paris, il fallait quand même se débrouiller sur place. Et donc, ils n'ont pas beaucoup travaillé. Mais en revanche, ils avaient l'avantage, c'est que Hmm. comme ils appartenaient à l'aristocratie qui était sur le moderne, Hmm. sur le futur, donc ils savaient conduire les automobiles. Parce que les automobiles à cette époque-là, c'était pas Ouais, tout le ouais. monde qui les Hmm. avait. Et donc, du coup, ils se sont dit, bah, puisque nous conduisons les automobiles, bah, nous devenons les chauffeurs de taxi. Et donc, il y a eu beaucoup de chauffeurs de Hmm. taxi au début qui étaient russes. Et donc, ma grand-mère, euh, à la Révolution, bien évidemment, cette propriété des Yusupov a été réquisitionnée par l'État. Et l'État a fait dans cette propriété un musée et a fait un sanatorium pour les militaires. Hmm. Et donc, c'est les généraux et les officiers du ministère de la Défense qui passaient leurs vacances, les week-ends avec leurs familles, etc., qui se reposaient. Et ma grand-mère a travaillé toute sa vie dans cette institution. Et donc, du coup, ce sanatorium, cette institution médicale du ministère de la Défense, ils ont construit un îlot d'habitation à côté. On habitait là-bas. Et il y avait une autre chose qui était à côté, c'est la datcha, c'est-à-dire la maison secondaire Hmm. du président du Conseil de ministres, ça veut dire le premier ministre de l'Union soviétique. Membre du bureau politique, donc c'est à peu près numéro 3 ou 2 du régime. Qui s'appelait Alexei Kosygin. Mais c'est un tout petit lieu, en fait. Et dans ce petit lieu, tout le monde se connaissait. Et lui, il était super démocrate. Donc, en fait, il faisait des balades Hmm. dans la région. Il venait souvent de ce sanatorium, qui était un endroit très pittoresque. Il y a un énorme jardin, Hmm. il y a une rivière. Donc, voilà, il y a une patinoire. Il y a tout un tas il y a tout un tas de facilités comme ça de loisirs. Et donc l'hiver, il y avait une patinoire qui était une patinoire éclairée avec la musique, et il y avait une petite guitoune où on servait le thé et les brioches. Et pour lui et pour les gens qui étaient dans ce sanatorium, les militaires, c'était gratuitement. En fait, c'est un Hmm. truc communisme quasiment. Donc Hmm. en fait, Hmm. vous patinez, puis après vous buvez votre thé citron et vous mangez votre brioche. Et les gens qui travaillaient Hmm. dans ce sanatorium, dont ma grand-mère, étaient admis, mais on était tolérés parce que nous, on n'avait pas le droit, en fait, on avait le droit de venir, de participer un peu, mais on n'avait pas le droit à cette gratuité Hmm. des services qui étaient avec. Et moi, j'avais donc 6 ans et demi à cette époque-là. Un dimanche, on est venu, on a patiné avec ma soeur et mon cousin. Et à un moment donné, on est fatigué. Quand on est fatigué, on a faim. Et puis, on voit qu'il y a le thé qui est servi avec les brioches. Et moi, j'ai 6 ans et demi, donc en fait, je ne comprends pas que... Enfin, j'ai vécu quand même aussi mon internat communiste quasiment de l'usine de mon Hmm. papa, où quand il y avait des trucs, bah, on se servait, tout le monde se servait, etc. Enfin, c'est pour tout le monde. Et donc, je dis à ma grand-mère, mais je veux du thé, la brioche. Et elle me dit, mais non, tu ne comprends pas, c'est pas pour nous, en fait. Nous, on n'a pas le droit de ça. Tu peux patiner, mais pas ça. Allez raconter ça à un enfant de 6 Ah ans et oui. demi. Donc, bah, j'ai fait bien évidemment d'abord parce que j'avais faim, et puis après, lorsqu'on veut quelque chose, un gamin, bah, il a quand même la possibilité de faire pression sur sa grand-mère, sur sa mère. Donc, j'ai commencé à pleurer. Bien évidemment, c'est une scène hystérique en fait. Je veux ma brioche, et à un moment donné, je crois que j'ai tapé tellement fort sur le nerf de tous les gens que je vois un bonhomme qui est venir vers moi. Tiens, gamin, tiens, voilà C'est ta un peu comme brioche. Marie-Antoinette, elle voulait donner des brioches Bah, et c'est pas du ça. pain, voilà, c'est le Noël Marie-Antoinette. Ouais. Alors oui, je dis, c'est comme Marie-Antoinette, vous vouliez de la brioche, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, moi, c'était un truc normal, mais j'ai dit merci. En fait, c'était un papy qui était super sympa, donc une sorte de Père Noël qui m'a apporté ma brioche. Donc, elle a commencé à parler un peu avec moi.
ce que je connaissais pas, ce que je savais pas, c'est que c'était le premier ministre C'est drôle, ouais. du URSS. Ouais. Et donc, en tout, gamin, bien évidemment, lorsque j'ai eu finalement monté ma brioche, en plus, l'autre, il me dit, ah, très sympa, tu sais, enfin, tu sais, moi, j'habite pas très loin. Et en fait, moi, je le connaissais, en fait, parce que mes parents, mes grands-parents m'ont montré. Et il a prononcé la phrase qu'il n'aurait jamais dû prononcer, en disant, bah, si tu as un peu de temps, bah, viens me voir. C'est très jungien, c'est les synchronicités partout, tout est lié, le hasard, c'est très étonnant. Ça, c'est ma vie. Ah ouais. Toute ma vie, c'est comme ça. Toute ma vie, c'est comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui passent leur vie. Moi, j'ai connu, par exemple, une Française qui m'a vendu ma première maison en Savoie. Je crois qu'elle est partie de son village une fois dans sa vie pour un mariage. Elle est allée à 30 km de son village. Et pour elle, elle est partie à l'étranger. Ouais, c'est un voyage à l'étranger. Ça veut dire que les gens ne bougeaient pas, il ne se passait rien dans le truc. Enfin, ils ont la vie qui est un train-train quotidien. Donc après, bien évidemment, il y a un peu de mort ou de naissance dans les familles, mais c'est juste ça. Ma vie, c'est absolument tout le temps, il y a quelque chose qui va pas, qui alors, dans votre n'est pas enfance, normal. vous faites pas mal de danse classique et vous vous rêvez danseur étoile. Est-ce que, un peu comme Nureyev, vous aviez vos parents qui vous fouettaient pour ne pas danser ou qui... Non, mais au contraire, en fait, mes parents étaient très aimants. J'ai une très bonne... Mon enfance est heureuse, hein, moi, je suis absolument pas malheureux. Surtout que vers 6 ans, donc on a déménagé en plus dans une banlieue qui était une banlieue plutôt chic, parce que c'était une ville nouvelle qui s'est créée à 40 km de Moscou, la ville de Zeleningrad, la ville verte, c'est-à-dire une ville nouvelle au milieu des forêts où se trouvait le centre de l'industrie électronique du URSS. Et cette électronique, c'était tellement important pour le parti et pour le pays que bien évidemment, les gens, les ingénieurs, les techniciens qui travaillaient dans cette ville avaient beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de jouissance matérielle que dans le reste du pays. Donc au contraire, on a reçu notre propre un F3 rien que pour notre famille, etc. etc. Donc non, mon enfance était très heureuse. Et alors, il y a aussi partout de la délation, notamment vous racontez même cette histoire de Pavel Morozov qui dénonçait son père à 13 ans. Il y a cette blague, je crois, vous pouvez peut-être la raconter, sur un type qui est au goulag et il dit pourquoi tu étais là et l'autre lui répond en quelque sorte, il avait dénoncé avant l'autre, quoi. Je raconte très mal. Oui, enfin la blague, c'est que il a dit on a fait une blague politique, on était 3. Et j'étais le dernier qui a dénoncé les autres. Ouais, c'est un peu fait le thème de dénoncer mes potes, du coup c'est eux qui m'ont dénoncé. Ouais. Ils étaient plus intelligents que moi parce qu'ils ont dénoncé tout de suite. Et moi j'étais le plus lent et donc du coup je me suis retrouvé en prison et eux pas. Voilà. C'était plus exactement la même chose à mon époque puisque j'ai vécu quand même. J'ai pas connu Staline. Mes parents et mes grands-parents ont connu ça. Mes grands-parents ont connu aussi la Révolution, la Première Guerre mondiale, la Révolution. Après les purges staliniennes, après la Deuxième Guerre mondiale, qui chez nous s'appelle la Grande Guerre patriotique. Et donc après les repurges staliniennes, donc moi, ma génération n'ont pas connu ça. Vous avez été d'une génération qui a préféré Lénine à Lénine et Stallone à Staline. Ouais, c'est un tout petit peu ça. Ça veut dire qu'en fait, nous, on est de la génération plutôt de Brejnev. Et Brejnev, c'est plus la social-démocratie. C'est plus la bourgeoisie qui utilise un discours communiste, mais qui n'y croit plus. Ouais. Et donc, il y a quand même déjà beaucoup plus de facilité, de biens matériels qui sont admis. Donc en fait, on commence à s'embourgeoiser en fait à cette époque-là. Donc non, ça va. Mais le KGB était quand même là. Donc le KGB, c'est quand même le ministère de sécurité de la police politique. Donc ce contrôle sur la population existait toujours. On a vécu quand même toute l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire
la guerre, non pas entre les deux blocs avec les missiles, les chars, l'artillerie, mais disons la guerre idéologique, la guerre de propagande et la guerre d'espionnage. Et donc tout ça, c'est notre époque. Il y avait une sorte de rideau de fer, c'est-à-dire que la frontière du RSS était fermée. Nous, on était enterrés dedans. J'ai bien dit enterrés. Hein. Donc en fait, on nous empêchait de sortir. Et pour sortir, il fallait avoir énormément de chances ou travailler pour soit pour le ministère des Affaires étrangères, soit pour le KGB. Voilà, donc ça c'est... Et je crois que c'est Brezhnev qui disait le sexe n'existe pas en URSS. Et vous avez une première amourette avec Marina Volkova. Et quelle en est de la sexualité ou de la séduction à l'époque? Disons qu'on on a vécu bien évidemment beaucoup moins de liberté dans les années 60 qu'en Occident. Parce que on était dans un régime qui était un régime communiste, qui était un régime assez rigide, qui encadrait énormément la jeunesse. Et puis, en fait, notre idéologie nous disait que tous les maux de la société, tous les crimes de la société et tous les vices de la société viennent du capitalisme. Donc, vous, en France, vous êtes tous pourris, vous êtes tous décadents, vous êtes tous pas normaux, et nous, les communistes, on est les vrais, on est les purs, etc. Oui, il y a une sorte presque de puritanisme. Ah, mais c'est hyper puritain, en fait. C'est pas une sorte, c'est très puritain. Ouais, très puritain. Donc voilà, donc bon, en même temps, c'était en train de changer aussi, parce que malgré tout, ils ont compris que l'humain c'était impossible quand même de garder tout sous contrôle. Mais je disais, en fait, la plus grande faute du communisme, c'est qu'ils étaient persuadés que l'homme idéal existe. Et que, en fait, tous les maux viennent de l'éducation, de mauvaise éducation. Et donc, il suffit de faire la bonne éducation communiste, et l'homme deviendra très bon, il ne commettra jamais de fautes, il ne commettra jamais de crimes, ce qui est complètement faux, parce que toutes les prisons étaient toujours pleines, et aussi pleines qu'en Occident. Et donc, en fait, c'est la nature humaine qui fait que... Oui, c'est un peu le meilleur des mondes de Huxley, c'est-à-dire on veut créer un homme parfait qui n'a plus de corps, où tout se ressemble, une sorte de robot supersonique, asexué, très bizarre, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est sur la façade, mais bien évidemment, derrière, il y a les vrais hommes, les vrais humains. Et donc, bien évidemment, nous, par exemple, moi à cette époque-là, j'étais enfant puis ado. Quand vous êtes ado, vous avez les hormones capitalistes, communistes. Même Staline était assez chaud sexuellement, je crois. Absolument, absolument, qu'il y avait des maîtresses, et donc il y a plein. Donc, et au contraire, même, vous savez, les socialistes de l'époque du début du XXe siècle, c'était les gens, en fait, qui disaient que le mariage, c'est une institution bourgeoise, en fait, qui vous veut vous rendre dépendant des maîtres de la société, et donc, en fait, rejeter la morale bourgeoise, c'est très bon. C'est pour ça d'ailleurs, ils étaient tous partouzards, libertins, et d'ailleurs, c'est d'où d'ailleurs Dominique Strauss-Kahn, c'est l'héritage de ça, hein. Ça veut dire, vous avez François Hollande qui n'a jamais été marié parce que socialiste ne se marie pas. Parce que le mariage, c'est une institution bourgeoise, c'est une institution capitaliste. Est-ce que c'est vraiment pour cette raison-là que François Hollande s'est pas marié? Non. Mais d'ailleurs, Strauss-Kahn, je pense, était marié à Anne Sinclair. Et il y avait, je pense qu'il y a aussi en France un esprit bourgeois qui aime bien afficher des grandes valeurs, mais qui en même temps adore par derrière avoir une vie privée qui contredit les idées publiques, quoi. Mais de toute façon, ça a toujours existé. Regardez déjà Louis XIV, qui a eu combien de maîtresses. Donc le roi, il avait le droit d'avoir des maîtresses, et en plus, il était même le roi assez sincère, parce qu'il reconnaissait les bâtards. Oui, et il y avait des cérémonies publiques, on regardait le roi en train de baiser. C'est ça. Et alors quand il chiait, il faisait opérer, on opérait d'une fistule anale, il y avait de la musique, pareil quand il allait aux toilettes, le popo du roi, tout était public.
République, quoi. La C'est société ça. aussi. Donc, mais en Union soviétique, donc d'un côté on était puritain sur la façade, donc quand vous étiez dans les réunions de parti, dans les réunions de la jeunesse communiste, à l'école, tout était très puritain, très encadré, etc. Et puis après il y avait la vraie vie, et cette vraie vie, par exemple, je raconte aussi dans mon livre que j'ai failli être tué par le plus grand tueur en série Ça c'est extraordinaire. du RSS. En fait, on ne sait même pas. On sait même pas. On a retrouvé les 7 enfants avec les preuves, parce que c'est lui-même qui a collectionné les preuves. Il est tué comment en fait? Racontez-nous un peu. C'est très particulier, donc je ne sais pas si, si on peut donner des... Oh si, on mettra des conseils au moins de 10 ans en bas, moins de 16, moins de 18. Ok. Donc c'était quelqu'un de très particulier, c'était quelqu'un qui vivait dans la région de Stavropol, qui était un brave gars, mais qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, donc il était sous l'occupation. On raconte aussi que peut-être il a vu quelques tortures, quelques scènes de fusillade pendant la guerre, ce qui l'a choqué peut-être, et ce qui a finalement peut-être permis la création de ces pulsions criminelles chez lui. Moi je suis persuadé que tout simplement c'était sa nature psychologique et humaine. Et donc à un moment donné, de toute façon, ce qu'on sait pour sûr, c'est que quand il avait 22 ans à peu près, déjà il était en retard au développement, parce que c'est un enfant de la guerre, donc ils n'ont pas assez mangé, donc ils n'avaient pas assez d'hormones, donc ils sont arrivés à la sexualité beaucoup plus tard que les enfants qui mangent les poulets aux hormones, qui deviennent pubères quasiment à 11 ans, 12 ans. Donc là c'est l'inverse en fait. Donc il a eu énormément de retard, il ne s'intéressait pas aux filles. Et à un moment donné, quand il avait 22 ou 23 ans, il a participé à un accident de route où il y avait un détachement de la jeunesse communiste, donc les jeunes pionniers, qui marchaient en uniforme de parade de jeunes pionniers, c'est-à-dire vous avez une chemise blanche, un short bleu, le foulard rouge, un petit couvre-chef aussi rouge, et il y avait un gamin qui avait des bottines qui étaient très bien cirées, des bottines noires. Et je crois que c'était un tramway en fait qui les a écrasés, ou on dit peut-être un chauffard. De toute façon, ce qui l'a marqué, c'est que ce gamin a eu en fait ses pieds sectionnés. Et donc il a regardé ses bottines coupées, ce corps de gamin en uniforme de jeune pionnier, et on ne sait pas pourquoi, il a eu un orgasme en regardant ça. Il était dans la foule de badauds, de témoins, et donc ça a commencé à le travailler psychologiquement. Et quand il est venu s'installer dans la région de Nevinomisk, dans la région de Stavropol, c'est une ville chimique où il y avait un combinat chimique d'azote. Il a travaillé sur ce combinat. Il était un ouvrier parfaitement normal, il n'y avait aucun problème, très bien apprécié par les directions, par le parti, par la jeunesse communiste. Et on lui a demandé de s'occuper des gamins, en fait, pour le comité d'entreprise. Ce que faisait aussi mon papa pour son usine. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, que nos familles sont connues. Et donc, ce brave Slivko, Anatoly Slivko, est devenu un peu accompagnateur des scouts. En fait, parce que les jeunes pionniers, c'est comme les scouts. Et donc, en fait, les jeunes pionniers ont ainsi des activités. Les dimanches et samedis, ils partent un peu à droite, à gauche. Et donc, il a commencé à faire un petit club de jeunes pionniers. Dans ce club, il était aussi passionné de photos et de cinéma. Et donc, il avait un appareil photo, il avait une caméra, et il filmait tout ce qu'il pouvait. Et à un moment donné, en fait, cette vision de ce pionnier avec les pieds coupés, avec les bottines brillantes au soleil, ça lui est revenu, et en fait avec un désir
on ne sait pas pourquoi, mais c'était lié dans sa tête avec un désir sexuel. Donc, il avait une penchant pour assassinat et il était un partisan de la réflexion plantaire, non, peut-être, non. Vous savez, les obsédés des pieds comme Georges Tron. Oui, enfin, oui. Très marrant. Mais bon, là, on parle quand même d'un tueur en série, donc essayons de se marrer un peu moins. Alors, en fait, le truc, c'est que il a trouvé un moyen, donc tout un procédé de s'isoler avec des gamins. Il n'était pas pédophile au sens propre. Ça veut dire qu'il n'a jamais abusé d'enfants. Enfin, personne ne s'est jamais plaint dans son club d'attouchement sexuel ou des trucs comme ça. Et donc, en fait, il a monté un procédé assez sophistiqué. Donc, il repérait un gamin qui était un peu délaissé et un peu fragile. Il lui disait, voilà, je vais m'occuper un peu plus de toi. Donc le gamin était bien évidemment très content, puisqu'il était adoré en fait par les gamins. Et ça c'est quelque chose qui est très paradoxal. Et donc il lui disait, voilà, j'ai un programme qui est un programme secret. Tu sais, notre club, on fait des trucs ensemble tous, mais j'ai un truc que je ne fais pas avec tout le monde. Je fais ça avec très peu de personnes. Et donc, tu es la personne qui me paraît convenir à ce programme. Est-ce que tu es d'accord de participer à un programme très secret qui est du ministère de la Défense? Donc, tu sais, on a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette Deuxième Guerre mondiale, il y avait les pionniers qui ont participé à la guerre, les jeunes, les enfants. Il y avait les nazis qui les torturaient. Et donc, en fait, notre ministère de la Défense veut se préparer à la prochaine guerre et savoir si la jeunesse est toujours aussi résistante et peut résister par exemple à la torture, etc. Est-ce que ça te dirait de participer à ce test? C'est très solennel, en fait, mais très secret. Et la plupart des gamins disaient, c'est génial. Quand on vous propose un truc comme ça, mais c'est à l'âge de 12, 13, 14 ans, vous êtes partant. Hein. C'est comme si on proposait de devenir cosmonaute et de partir sur la Lune. Et donc, ils partaient dans la forêt. Et là, au début, je crois que c'était un truc improvisé, puis après, il a construit même des sortes de structures là, qui lui permettaient de faire en fait il disait, je vais te faire progressivement un peu de mal, et tu me diras jusqu'où tu peux résister. Je veux pas te faire mal, en fait, c'est juste jusqu'où ça te fait mal, et si ça devient insupportable, tu me dis. Et donc, dans ce test, entre guillemets, il y avait donc la possibilité de, comment dire, d'étrangler. Non, c'est pas il les droguait pas. Il droguait pas les gens. L'étrangler. L'étrangler. Ouais. Voilà, d'étrangler. Mais il l'étranglait pas avec les mains, il l'étranglait avec un foulard. Mais il exigeait que cette personne, que ces gamins soient habillés en uniforme de parade de pionnier. Donc il filmait tout ça, il filmait avec une caméra amateur et il prenait des photos. Et donc avec le premier, il a essayé de faire tout simplement. Donc en fait, il n'est pas arrivé au stade final. Et en gros, en fait, l'enquête a découvert qu'il y avait à peu près une 60aine de personnes qui ont participé à ces tests, dont 7 sont morts. Et une fois lorsque les 7... Enfin, le premier est mort. Donc, lui, il prenait un plaisir, y compris un plaisir sexuel de regarder ça, enfin, de constater cette mort imminente. Et puis après, il a commencé à dépecer en fait les corps. Et donc il coupait, il les habillait avec les bottines brillantes, il découpait ça, et puis après il découpait le corps. Il conservait en fait les parties qui l'intéressaient le plus dans le formol. Donc bien évidemment, on comprend que c'est pas quelque chose il n'est pas. Oui, on dit souvent des serial killers ou des tueurs en série que c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir des émotions. C'est-à-dire, nous, quand on fait quelque chose, on a la notion du bien, du mal,
on a une sorte de tristesse, d'empathie, etc. Ces gens-là, c'est le cas de Marc Dutroux, Michel Fourniret, enfin des grands serial killers, c'est des gens qui n'ont absolument pas d'émotion. C'est-à-dire ils ont une insensibilité absolument terrible. Oui, je crois que alors, c'est... il a été condamné, ce type? Et donc, en fait, c'est... bon, après, je ne vais pas raconter tout le livre, parce que sinon, il y a des gens qui ne voudront pas l'acheter. Il faut le faire. Hein. Oui, il faut l'acheter, ne pas le voler, l'acheter partout. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Mais il a mis... en fait, les policiers, à plusieurs reprises, étaient à 2 doigts de l'arrêter. C'est une histoire passionnante. Pourtant, il a participé aussi à des recherches, vous savez, comme le mari qui a tué sa femme, et puis après, comment il s'appelait? Jonathan Daval, c'est la même chose, qui pleurait, qui prononçait des discours. La façon de dissimuler un crime, c'est de faire l'enquête sur son propre crime. Ça, c'est très cool. Exactement. Donc, la police a mis 20 ans pour le confondre, mais comme il filmait tout et comme il notait tout, donc en quelque sorte, en fait, il n'y a pas eu d'enquête. Parce qu'à un moment donné, tout simplement, ils ont trouvé une pièce cachée dans son club. C'était la pièce dans laquelle il y avait toutes ses notes, tous ses films et toutes les pellicules. Et une fois, lorsqu'ils ont vu ça, il y a eu des gens déjà qui ont perdu connaissance parce que c'était abominable. Pendant le procès, je ne vous dis pas, la même chose. En fait, il y a eu des crises cardiaques à volonté, à gogo. Il a fallu déménager sa propre famille, leur changer des noms parce que sinon, il risquait d'être massacré par les gens de la ville. Et bien évidemment, il a été condamné et fusillé. Ah, fusillé. En quelle année? 1989. Ah oui, 1989. Alors, il faut qu'on parle aussi d'autre chose. Années 70, il y a une série qui s'appelle 17 moments de printemps, qui est une série du KGB, sur le KGB, qui pourrait, en quelque sorte, a comme but de faire un peu oublier les crimes de Staline. Et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça montre le combat d'un agent contre des nazis. Sauf que, dans cette série, les nazis, on va dire, sont les mieux habillés, les plus classes, les plus... Et du coup, ça a donné plein de petits mecs en URSS qui sont habillés comme les nazis. C'est ça. C'est une série qui s'appelle Les 17 moments de printemps. Ça se passe en Allemagne. En Allemagne, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe entre le mois de février et le mois d'avril 1945. Donc c'est passionnant parce qu'en fait, nous avons ce qu'on appelle un illégal, c'est-à-dire un soviétique qui joue le rôle d'un Allemand. Et non seulement d'un Allemand, mais d'un Allemand qui a très très bien réussi dans la hiérarchie nazie. Il est devenu colonel dans le système SS, dans le système de sécurité nazi. Donc il est Standartenführer des SS et il travaille dans le renseignement extérieur du Troisième Reich. Et l'acteur qui le joue, c'est un acteur, Vyacheslav Tikhonov, qui est brillant. Et toute la série, en fait, celui qui a écrit le scénario, Landres, c'est quelqu'un qui a eu accès aux archives du KGB. Donc, c'est une série extrêmement documentée, très bien filmée. Ils ont filmé, on a l'impression qu'ils ont filmé partout en Suisse. Ça se passe en Allemagne et en Suisse. Et cette série, c'est 12 épisodes. C'est passionnant. Et les gens, 12 ou 10, 10 épisodes, je crois. C'est passionnant. Ça a été sorti sur les écrans en 1973. Donc il y avait 2 semaines, c'est de lundi à vendredi. Sur 2 semaines, quand il y avait la diffusion de cette série à 19h30, il n'y avait personne dans les rues, sur toute l'URSS. Et les gens qui devaient travailler, les chauffeurs, tous les gens les médecins, en fait, tous les gens qui étaient de garde, ils pleuraient quasiment de détresse parce que, en fait, la série est devenue vraiment culte. C'est une série culte. Et donc, pour cette série, les costumiers ont fait tellement bien le travail que cet uniforme nazi qui est la création d'un grand quand même couturier allemand, Hugo Boss, c'est lui qui a inventé l'uniforme nazi. Donc cet uniforme, il a été embelli
pour le film. Et donc, l'uniforme noir, il est super beau. Il y a plein de gens, y compris moi, hein, moi j'adorais ça. En fait, j'ai commencé à me faire les trucs sur mes photos, à me Surtout les régimes totalitaires ont utilisé extraordinairement l'image. Les régimes totalitaires adorent le cinéma, adorent la culture, adorent ce genre de trucs. C'est le sensationnel. Voilà. Absolument. Chez nous aussi. Donc d'ailleurs, le cinéma participe de la propagande. Et d'ailleurs, même Lénine qui disait le premier, ou Staline, je ne m'en souviens plus, enfin un des créateurs du RSS disait que le premier art de propagande, c'est le cinéma. Les nazis, pareil. Les Riefenstahl, voilà. les dieux du stade, c'était un truc extraordinaire. C'est ça. Et donc, cette série a participé énormément. Mais le paradoxe, c'est quand même l'Union soviétique, c'était un pays qui a perdu le plus de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous, on a perdu 27 millions de morts. 27 millions de morts. Donc, et ce pays qui se disait anti-nazi par idéologie, en réalité, cette série, le KGB après a fait les rapports, ça fait naître les groupuscules néo-nazis dans tout le pays. Et d'ailleurs, on retrouve ça actuellement chez Poutine. C'est exactement la même chose. Lorsque Poutine accuse les Ukrainiens d'être les néo-nazis, c'est parce qu'en réalité, c'est les Russes qui sont néo-nazis. Mais ils ne peuvent pas se reconnaître comme tels, et surtout, il leur faut disons un prétexte pour mener la guerre. Et donc, ils mettent cette étiquette de néo-nazi sur les Ukrainiens. J'avais une question, j'avais lu un bouquin d'Emmanuel Carrère sur Édouard Limonov, qui s'appelait Limonov, et il expliquait que la différence de la Russie et de la France, c'est qu'on pouvait très bien avoir, par exemple, une rockstar en Russie, qui en même temps, je sais pas, qui faisait les couvertures de rock et folk, et en même temps, qui était militant néo-nazi. Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus... Ça ne posait pas problème comme en France. En France, un militant néo-nazi va jamais être une rockstar en France. Alors qu'en Russie, c'est tout à fait possible. C'est beaucoup plus ambigu. Je veux dire. Disons qu'en fait, en Russie, tout le monde adore tout ce qui est clandestin. Voilà, c'est ça. Parce que nous avons vécu quand même pendant des décennies avec un régime officiel qui écrasait toute opinion qui n'était pas l'opinion officielle. Mais résultat de course, lorsque vous avez un régime comme ça, en réalité, vous avez toutes les autres opinions qui existent, mais qui sont dans la clandestinité, et donc ça devient même attirant d'être au clandestin et d'être en quelque sorte... L'excitation de l'interdit. Voilà, l'excitation de l'interdit, exactement, c'est ça. Et Limonov, c'est aussi quelque chose de très particulier, parce que lui, d'abord, il était dissident anti-soviétique, donc il a vécu en New York. À New York, il est passé par tous les bordels, en fait, partout. Il a enculé à Central Park, Clodo, Majordome, il a tout fait. Et d'ailleurs, il a écrit le meilleur de ses livres, dans lequel il raconte toutes ces aventures. Les grands nègres. Et donc, voilà, c'est un vrai bon livre. Un million d'exemplaires, énorme carton. C'est de la bonne littérature en plus. Et puis après, il est passé par la France, il était devenu français, il a obtenu la nationalité française en tant que réfugié. Et puis, à la libération, à la chute du URSS, il est parti en Russie, puisqu'il avait le droit de revenir en Russie. Et là, il est devenu l'inverse de ce qu'il a été pendant 20 ans. Ça veut dire qu'il est devenu un néo-nazi, parce qu'il a fondé le parti national bolchevique, avec le drapeau le même que le drapeau nazi, donc le rouge, avec le rond blanc, mais sauf qu'à la place de swastika, il a mis la faucille de Morteau. Et qu'il a fondé avec Alexandre Douguine, dont la fille a été assassinée d'Ariel Douguine il y a un mois. Et c'est ça ce qu'on raconte extraordinaire, c'est ce parti mêlé à la fois des toxicos, des drogués, des héroïnomanes, des nymphètes un peu de rockstar, des stars du rock, des gens hyper branchés et des petits étudiants néo-nazis qui suivaient Alexandre Douguine. Et ça serait totalement inimaginable en France. Oui, tout à fait. Et en plus, il y avait autre chose aussi. Et après, il fait une alliance avec Kasparov, le truc totalement lunaire, quoi. Non, Kasparov n'a jamais été là-dedans. Alors, non, pas au Parti national belgique, mais Limonov, peu de temps avant sa mort, je crois que c'est une dizaine d'années, il est mort là maintenant, a fait une alliance politique avec Kasparov. À vérifier. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, à vérifier. Parce que disons, Limonov aurait voulu, mais je suis pas sûr que Kasparov aurait consenti à faire ça. On va vérifier. Après, bien évidemment, il y a le truc aussi, c'est que vous savez, on a aussi des partis
qui changeaient de nature le long dans leur développement. Par exemple, il y avait Zhirinovsky qui a créé le parti libéral-démocrate. Moi, j'étais membre de ce parti, un des premiers membres de ce parti. Mais il était libéral-démocrate. Est-ce qu'on m'avait dit que Zhirinovsky, il avait créé, c'était un peu j'allais dire une poupée ou un sword des soviétiques pour décrédibiliser le libéralisme et la démocratie, ils avaient mis un parti complètement fou le nom de libéral-démocrate. Non. Non, c'était beaucoup plus compliqué. Limonov, c'est un lit en fait à Kasparov. Oui, Limonov. C'est l'autre Russie. Oui, mais donc du coup, c'est Limonov qui a dit, moi je me rallie au parti de Kasparov, mais tout le monde peut se rallier. Donc en fait, à la limite, c'était une façon aussi de compromettre Kasparov en se ralliant à son parti. Et donc pour revenir à Zhirinovsky était un agent de KGB. Quand on dit agent, ce n'est pas un officier, c'est une source, c'est un indique. Donc il travaillait au comité d'Union soviétique pour la paix. C'était un brillant, il parlait 5 langues, donc il avait 2 bac plus 10, y compris les relations internationales. Et quand il a créé son parti libéral-démocrate en 1990, c'était vraiment un parti libéral-démocrate. D'accord. Et donc, moi, en tant qu'à cette époque-là, officier du KGB, mais travaillant pour l'étranger, pour moi c'était intéressant aussi de participer à un mouvement un peu dissident pour me présenter à l'étranger en tant que tel. Mais en réalité, ça m'intéressait moi-même, personnellement. Et donc, je lui ai proposé de devenir le ministre des Affaires étrangères sans parti, ce qui a été accepté. Donc, j'ai fait des rencontres pour son parti en France, notamment, avec François Léotard à l'époque. Parce que tu étais un homme politique centriste. Centriste, libéral, démocrate. Libéral et démocrate. Pourquoi Zhirinovsky est devenu ce sorte de Jean-Marie Le Pen version A, totalement délirant, une sorte de pré-Trump un peu, pré-Bolsonaro. Parce que c'est une bête politique. Et donc, il a compris que du temps de l'Union soviétique, tant qu'il y avait juste le Parti communiste qui existait, donc un parti libéral-démocrate était dans l'air du temps, puisque ça faisait l'ouverture sur l'Occident, ça vous ouvrait les frontières, ça vous ouvrait à la notoriété politique. Et donc, tout ça, ça marchait très bien. Mais une fois, lorsque l'Union soviétique s'est disloquée et la Russie s'est retrouvée toute seule, il a vite compris qu'en réalité, ce libéralisme occidental était mal perçu finalement par la société russe. Que la société russe était plutôt quand même conservatrice, et qu'elle regrettait beaucoup le communisme et la dictature. Et donc, en fait, il était populiste en réalité. Oui, c'était un ancêtre des populistes qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est un ancêtre de populisme. En version russe ou version un peu plus folle. C'est une bête politique. Il a un flair extraordinaire politique. Et donc, il a compris que pour gagner vraiment face à ce peuple qui a toujours connu l'autocratie et qui avait du mal en fait à se retrouver dans la liberté, il fallait proposer plutôt un modèle populiste, facho, d'extrême droite. Et donc, il a gardé le nom, mais il a viré de bord. Et quand il a viré de bord, moi, j'ai quitté le parti parce que je me suis dit non, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai voté pour autre chose. Il y a plein de gens qui sont partis. Mais en fait, lui, il est devenu ce qu'il est devenu. Et en fait, dans un système politique, il est arrivé quand même à avoir jusqu'à 30% des votes. Et donc, il a été... Avec un programme assez délirant. C'était un artiste, il était neurodiversité. C'est ça aussi qui m'a attiré vers lui à la fin des années 90, parce que en fait, dans tout le mouvement de dissidence, en réalité, c'était assez mou et assez pénible même d'assister à des réunions. Il y avait une seule personne qui était brillante quand il prononçait des discours, c'était Zhirinovsky. Quand il y avait Zhirinovsky, alors là, il y avait un magnétisme. On dit la même chose de Le Pen en France. Le Pen qui faisait des discours de 5 heures sans notes, en parlant avec
extraordinaire. Il y avait On disait la même chose de Hitler, Voilà, on disait la même chose de Fidel Castro, Ouais. on dit la même chose de tous les, Mussolini. de Trotsky, de Lénine, sauf de Staline. Staline ne savait absolument pas prononcer les discours. Ah oui, Ah bah oui. c'est- Bah oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il les a éliminés tous. En fait, il les a éliminés tous les autres brillants qui étaient face à lui, qui savaient prononcer les discours. Et donc Zhirinovsky donc est devenu d'un côté un membre d'opposition parce il se plaçait toujours dans l'opposition. Là aussi, il a suivi peut-être l'exemple de Jean-Marie Le Pen parce qu'en réalité, Ils se connaissaient les deux, je crois. Ouais. Il s'est dit à quoi bon en fait conquérir finir la conquête du pouvoir, parce que la conquête du pouvoir, ça veut dire que vous devenez la cible, puisque vous devez gérer le pays. Quand gérer le pays, c'est difficile, c'est beaucoup plus facile de critiquer que de gérer. Et donc, il a jamais voulu, en réalité, comme Jean-Marie Le Pen, vraiment conquérir le pouvoir. Mais il est devenu une figure officielle, vice-président de la Douma, avec, bien évidemment, tout ce qui est officiel, la datcha, la voiture, le statut d'homme politique, etc. Ouais, c'est compliqué de dire, on sait jamais si ils ont vraiment pas voulu le pouvoir, parce que Jean-Marie Le Pen, par exemple, jusqu'en 86, clairement, il pense qu'il va accéder au pouvoir. Il fait des alliances avec la droite, et en fait, c'est à partir du moment du point de détail que là, il comprend qu'il n'accédera pas. Mais on sait jamais s'il voulait vraiment ne pas accéder au pouvoir et dans cette fonction tribunicienne, quoi, de faire ruer dans les brancards, ou si c'est juste qu'il savait qu'il ne pourrait pas accéder au pouvoir. Voilà. Je crois que en réalité, c'est ni lui ni Marine Le Pen ne veulent pas le faire, et donc à chaque fois, il y avait quelque chose de subconscient qui leur empêchait. Enfin, il faisait quelque chose qui coupait à chaque fois. Et Marine Le Pen, à 2 reprises, elle est arrivée quasiment à la fin, mais on sentait qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et donc, en fait, ça l'arrange en fait être le premier parti d'opposition, y compris maintenant avec un groupe énorme à l'Assemblée nationale. Donc, oui, et Le Pen a créé une entreprise qui marche formidablement, qui n'a jamais fait faillite, qui lui a rapporté plein de fric, qui a été extraordinaire. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'argent, d'où vient l'argent, comment vient l'argent, parce qu'on sait qu'il y a une personne qui a légué l'argent et puis est morte. C'est extraordinaire. Et donc il y a dormait avec sa mère à 40 ans. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La main pour lui faire signer des papiers. Et puis il y a aussi le côté quand même un peu, comment dire, l'entreprise familiale où la fille remplace le père, etc. Donc c'est assez marrant. Et alors, est-ce que c'est vrai que Poutine, quand il a vu donc cette série dont on parlait, qui s'appelle 17 moments de printemps, Poutine a 16 ans et il veut s'engager au KGB? Absolument. Il y avait d'autres films aussi. Donc à cette époque-là, nous, on se baignait dans toute mon enfance, on regardait que les films de guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et les films d'espions. On ne connaissait pas James Bond, mais on avait notre James Bond à nous, qui était beaucoup plus intéressant que James Bond, parce que donc en fait, il était beaucoup plus réel. Mais souvent, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Poutine, on regarde ça, il a 16 ans. 16 ans, donc il est lycéen. Il va au bureau du KGB de la ville de Leningrad et tape à la porte en disant « Je veux m'engager chez vous ». Donc, ça en dit long quand même du personnage. Hein, parce que et en fait, on n'aime pas les candidatures spontanées, donc il revient, on lui dit non et il revient 8 ans plus tard. Et normalement, c'est même cet officier de garde qu'il a reçu n'a pas fait son boulot. Ou peut-être il y a même d'autres soupçons. Parce que normalement, il aurait dû prendre son nom et Poutine ne serait jamais devenu officier de KGB. Mais peut-être, en fait, non seulement il est venu tout simplement dire « je veux travailler pour vous », mais peut-être il est venu avec la dénonciation de quelqu'un. Ah oui. Et que cette dénonciation a marché. Et donc du coup, on a gardé contact avec lui et du coup, on l'a aidé parce que en même temps, il était un mauvais élève. Il avait des notes qui n'étaient pas extraordinaires. Oui, c'était pas le plus brillant, c'était pas... Non. C'est jamais les plus brillants qui réussissent souvent. En revanche, il était un excellent sportif. Et donc, on dit qu'il a rentré, par exemple, dans la faculté de droit, qui est une faculté extrêmement prestigieuse à l'université de Leningrad, c'est très très difficile d'y rentrer. Et donc, on dit c'est grâce à son truc sportif, parce qu'il y a l'ascenseur comme dans les universités américaines. Si vous jouez au football américain ou au baseball, vous êtes admis dans les universités, y compris de Ivy League,
parce qu'ils veulent avoir des sportifs de renom, hein, dans les équipes universitaires. Mais quand même, cette faculté de droit de l'Université de Saint-Pétersbourg, il y a peut-être aussi le KGB qui était derrière. Quand vous rencontrez Poutine en 1980, c'est l'occasion des JO de Moscou. Comment ça se passe cette rencontre? Vous dites que c'était un interrogatoire. Oui, donc pour moi, moi je suis étudiant, hein, à cette époque-là. Je viens de finir ma deuxième, 19 ans. 19 ans passés. Je viens de finir 2 années d'études dans une école supérieure prestigieuse, hein, qui est l'MGIMO, l'Institut d'État des Relations Internationales de Moscou, qui est placé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est une école, vraiment la meilleure école de Moscou, très très prestigieuse, très difficile d'y rentrer. Et mon camarade d'études, c'est le petit-fils du secrétaire général du parti, Brejnev. Par exemple, j'ai des fils de ministres. En gros, c'est quelque chose entre Sciences Po Paris et l'ENA. En gros, pour avoir des références pour les Français qui nous regardent. Et les Jeux Olympiques arrivent en 1980. L'époque est trouble, parce qu'en décembre 1979, l'Union soviétique décide d'envahir Afghanistan. Il décide de faire comme Poutine actuellement la guerre en Ukraine. Et donc, il y a à peu près la même réaction mondiale, c'est-à-dire l'Union soviétique est ostracisée. Le président Carter des États-Unis proclame un boycott des Jeux. Les États-Unis ne viennent pas à Moscou. Il y a d'autres pays qui ne viennent pas. Beaucoup d'autres, comme la France, sont venus quand même, mais ne sont pas venus comme pays, c'est-à-dire pas sous le drapeau français, mais ils ont défilé sous le drapeau olympique blanc. C'est-à-dire qu'il y a juste les sportifs qui étaient là, mais pas le pays, la nation. La nation n'était pas là. Donc en fait, c'est les jeux très particuliers, c'est très tendu. Moscou est une ville fermée, il n'y a personne. L'Union soviétique a vidé quasiment Moscou de ses habitants. Il n'y a que les sportifs et les étrangers qui sont venus, les délégations, et les gens qui travaillent autour. Nous, les étudiants de l'école prestigieuse, parlant les langues étrangères, donc nous sommes réquisitionnés. Moi, je suis très déçu parce que je croyais que j'allais travailler comme guide interprète avec les Français. Non, on me met dans ce service de renseignement téléphonique. J'attends désespérément les coups de fil qui n'arrivent pas parce que, en fait, chaque délégation a son guide, qui est d'ailleurs un agent de KGB. Et donc, du coup, personne ne nous appelle. Et puis, à un moment donné, il y a un coup de fil qui arrive. C'est un Français qui était juste curieux. Enfin, il a trouvé dans un bouquin olympique le numéro de téléphone des renseignements. Il s'est dit, tiens, je vais les appeler pour savoir ce que c'est. Il tombe sur moi et on commence à bavarder. Moi, c'est mon premier Français. Ma frustration énorme à cette époque-là, c'est pour vous dire que cette école, c'est une école extraordinaire au niveau d'apprentissage des langues étrangères. C'est-à-dire, c'est une des meilleures écoles de langue étrangère. Et en même temps, on apprend le français comme une langue morte. Ça veut dire que comme du latin. Ça veut dire que vous ne la pratiquez jamais, sauf avec les profs et vos camarades. Donc, on vous interdit d'aller voir les Français qui sont même en Union soviétique. Et donc, il y a une frustration qui s'installe. Et quand ce Français m'appelle, je ne sais pas si vous êtes chrétien, si Jésus-Christ vous appelait. Et donc, vous imaginez ce qui se passerait s'il y a le pape qui vous appelait. Il vient dans l'étable. Donc, bien évidemment, vous allez passer autant de temps que vous pouviez en bavardant avec ce personnage. Et donc, on a bavardé pendant 2 heures. Et moi, j'étais le premier soviétique qui parlait français. D'ailleurs, il m'a pris pour un Français, ce qui m'a fait énormément plaisir, puisqu'il me prenait pour un Français. Donc, on a bavardé 2 heures, et ça a paru très suspect pour notre direction, qui ont appelé le KGB. Et le KGB, qui était pas très loin, la Lubyanka. Donc, ils ont envoyé quelqu'un. D'ailleurs, pour le petit détail, ce central téléphonique, il se trouve face à la maternité dans laquelle je suis né. juste en face. Et donc, il est venu avec une voiture noire, il m'a amené à la Lubyanka, et il m'a cuisiné pendant 2 heures. Et donc, il était capitaine à l'époque. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, il faisait son service au KGB à Leningrad depuis 5 ans. Donc, c'était déjà un officier connu et reconnu, qui était aussi réquisitionné pour les Jeux Olympiques. Et donc, il voulait en réalité
il voulait être transféré à Moscou, dans la capitale. Parce que quand on est en province, même si Leningrad c'est une grande ville, même si c'est une ville, belle ville, etc., mais c'est quand même deuxième capitale, c'est pas la première capitale. Et les choses les plus intéressantes se trouvent à Moscou. Et puis, il voulait partir aussi comme espion à l'étranger. Et pour ça, il fallait faire des études. Donc, pour ça, il fallait montrer qu'il était capable de le faire. Et je crois qu'en fait, il s'est dit, tiens, il y a un étudiant de MGIMO, c'est un institut, une école prestigieuse. Là, si je lui mets sur le dos une affaire d'espionnage ou de dissidence, là, c'est génial, je vais prendre du galon et ils vont me garder à Moscou. Et donc, j'ai senti ça, en fait. J'ai senti que pour moi, je ne comprenais pas au début, en fait. Il me disait, mais comment tu as pu trahir le parti, le pays? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai trahi? Attends, j'ai parlé au téléphone avec un Français, je suis au renseignement téléphonique, il y a une personne qui me pose des questions, je réponds à ces questions. En fait, on est là, j'ai fait mon boulot, en fait. Lâche-moi les baskets. Et d'ailleurs, il a essayé de m'impressionner, et j'étais quasiment nullement impressionné, parce qu'il faut comprendre, en fait, que MGIMO, c'est 10 fois l'ENA, en fait. Quand vous avez le petit-fils du secrétaire général du Parti communiste qui fait les études avec vous, vous comprenez que vous appartenez à la jeunesse dorée du pays. Ça veut dire, en fait... Et là, il y a le petit KGBiste de merde qui essaie de me tirer les verres du nez. Mais bien évidemment, enfin, Ça rappelle un peu la scène quand je crois Nicolas Sarkozy était allé à un sommet avec Vladimir Poutine et que je crois que Poutine avait tellement cuisiné que Sarkozy en est sorti lessivé, ne s'arrivant même plus à parler, titubant de fatigue, etc. C'est ça. Voilà. Donc, vous comprenez ce qu'il peut faire, en fait, quand il est dans le pouvoir, parce que en réalité, ce qui se sentait chez lui, c'est que il se sentait avoir possédé le pouvoir et utiliser ce pouvoir pour faire pression sur vous, pour obtenir quelque chose qui le fera monter encore dans la hiérarchie de sa structure. Bon, il n'a pas réussi. Je l'ai piégé. Là aussi, je ne vais pas donner les détails parce qu'il faudra quand même que les lecteurs, il leur reste quelques découvertes par rapport au livre. Donc, il y a un petit jeu qui s'est installé entre nous et dans ce petit jeu, j'ai gagné. Je suis très content. Donc, du coup, lui, il n'a pas été gardé après Moscou, après les Jeux Olympiques à Moscou. Et on s'est rencontrés 4 ans après, puisqu'on est rentré dans la même école de l'Institut Andropov, dans la même école qui forme les espions, mais sauf que lui, ça faisait déjà 9 ans qu'il était au sein du KGB, et moi je suis rentré quasiment après l'université. Et ce que je ne savais pas non plus, en fait, on s'est rencontrés une fois aussi sur un grand parking. Et là, je l'ai taquiné en disant, ça y est, cette fois-ci, on est du même côté des barricades. Mais moi, je ne comprenais pas la portée. Parce que sur ce parking, en fait, MGIMO, c'est un vivier qui donne la moitié ou un quart ou un tiers des effectifs du service d'espionnage du KGB. Donc moi j'avais plein d'amis, enfin j'ai des copains de mon université qui étaient sur le même parking. Lui il est venu de Leningrad, il était tout seul, il connaissait personne, il était provincial en fait à Paris, à Moscou. Et surtout que lui, il connaissait le système de l'intérieur. Ça veut dire que lui, il a compris tout de suite. Il a mis 9 ans avant d'arriver sur ce parking. Et nous, les moscovites, la jeunesse dorée, on était déjà là. Donc on avait, disons, 9 ans sur lui. Donc on pouvait devenir des généraux, lui, jamais. Voilà. Et donc ça, je crois que lui, il le savait, il le ressentait déjà. Écoutez, Sergueï Girnov, ça s'appelle L'éclaireur. C'est chez quel éditeur ? Nimrod. C'est extraordinaire, il y a énormément de choses. On n'a pas pu parler de tout, mais on a largement dépassé. Il aurait fallu passer une semaine. Oui. Non, on n'a parlé que d'une petite partie du début du livre. Absolument. Voilà. L'éclaireur. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup d'être venus. À très bientôt. Salut et fraternité. Bravo.